Le problème, c'est que c'est ça qu'il nous manque. Bien que la notice d'assemblage, le programme d'exécution, la fabrication et tout ça, ça soit à l'intérieur de toutes nos cellules, il se trouve qu'on n'a pas le mode d'emploi d'un humain. Et beaucoup de gens essayent de nous l'apporter. Alors pour les uns, c'est Dieu qui commande, pour d'autres, c'est la science qui dit ça. Mais l'être humain, c'est un organisme qui est tellement complexe qu'il nous faut une dizaine d'années, au moins une dizaine d'années, pour apprendre à s'en servir de manière physique, pour le manœuvrer. À ça, on rajoute des interfaces intellectuelles, émotionnelles. C'est un robot biologique qui ressent, en fait. Voilà ce qu'on est. Ça fait une grande différence avec un robot mécanique. Et après toutes les possibilités mécaniques, il y a encore beaucoup d'autres possibilités à explorer. On n'a pas son mode d'emploi, mais en réfléchissant un peu, ce qu'on voit, c'est qu'on a un classement émotionnel des souvenirs. C'est-à-dire que nos souvenirs ne se classent pas de manière chronologique, et auquel cas celui d'hier aurait beaucoup plus de poids qu'il y a 30 ans, mais de manière émotionnelle. Et on peut avoir très présent à l'esprit le souvenir d'une chose qui s'est produite quand on avait 10 ans et ne pas se souvenir de là où on a mis un livre ou un papier la semaine dernière. Et donc, par défaut, on se rend compte qu'une des fonctions de la conscience, c'est plutôt d'emmagasiner de l'émotion. Et de l'émotion, c'est du sentiment, qui est une émotion conscientisée. Là, les termes sont un petit peu délicats, parce que c'est toujours difficile de savoir de quoi on parle. Mais ça veut dire que le reste, en fait, ce qui ne comporte pas d'émotion, de sentiment, ce n'est pas jugé vraiment important, et donc c'est mis de côté. C'est stocké ailleurs, hein, mais l'aspect émotionnel d'un être humain apparaît donc vraiment important. Quand on y réfléchit, la vie semble être une gigantesque machine à créer des situations, et des situations qui nous obligent à réagir et à avancer. Je connais personne qui n'ait pas de problème personnel, professionnel, de dossier en fait, à régler. On est constamment obligé de faire des choix. C'est comme dans un film. On ne peut pas s'arrêter en fait. C'est comme dans un film. Ceux qui maîtrisent le mieux leurs émotions arrivent à avoir les meilleures réactions possibles à des stimulus. Et en fait, quand certains se noient dans un verre d'eau, on a d'autres personnes qui sont capables de rester pendant des heures à faire la planche dans un océan froid parce qu'ils sont tombés d'un bateau, par exemple, pour survivre. Parce qu'en fin de compte, et je vais vraiment insister là-dessus, à moins d'une maîtrise totale et pas d'une impassibilité feinte, je fais croire que j'ai aucune émotion alors qu'à l'intérieur, c'est la tornade, on réagit toujours à partir d'une émotion. Quand on est dans une discussion, si on a un interlocuteur qui se met à ricaner, à commencer à mépriser, à hausser le ton, ça veut dire qu'il est passé sur le terrain émotionnel. Donc à ce moment-là, ça ne sert à rien de continuer la discussion parce que vous n'allez pas être sur le terrain de la raison. Et c'est justement ce à quoi nos sagesses anciennes nous invitent, à ne pas être la proie de nos émotions, à ne pas nous laisser gouverner par nos émotions. C'est exactement l'inverse de la pub qui, au contraire, nous pousse à succomber à toutes nos émotions, puisqu'il travaille sur les émotions pour manger une glace, une pizza, acheter une voiture, etc. Et ça, ce travail de ne pas se laisser gouverner par ses émotions, moi qui suis un être émotionnel par excellence, c'est un travail que j'ai entrepris qui est très long. Je suis loin d'y être arrivé encore. Mais c'est en fait un travail qui, selon moi, est nécessaire pour mieux se comprendre, pour arriver à plus de paix. Parce que je pense que s'il y a un bazar sur la planète, c'est justement à cause de toutes ces émotions. Donc je veux bien insister là-dessus, c'est le système émotionnel le plus important. Et pourquoi j'insiste autant ? Parce que si nous, on n'en a pas conscience, il y en a d'autres qui vont en avoir conscience à notre place. Par exemple, l'industrie agroalimentaire, par son organe de communication, qui est la pub, qui trafique la réalité, qui manipule nos émotions pour nous faire consommer des produits, peu importe qu'ils soient dangereux ou pas, c'est pas le but. Alors après, on peut toujours aller écrire ça, qui s'adresse à la raison. Quand on a stimulé la partie animale de l'être humain, ça n'a strictement aucun poids. Pire, ça crée en nous de la culpabilité, parce que si on succombe, et qu'on succombe trop souvent, on va rentrer dans une
une vue de nous-mêmes, une baisse de notre estime de nous qui va nous pousser dans un cercle vicieux et peut-être même nous pousser à en consommer davantage. Et en fait, si on réfléchit dans l'univers de la pub, on dirait que la religion, si on prenait l'univers de la pub tout en entier, on dirait que la religion, en fait, elle sert qu'à vendre du fromage ou de la bière. On ne parle jamais de spiritualité, ou alors c'est pour s'en moquer, pour la tourner en ridicule. Et on nage dans le matérialisme le plus total, c'est la possession des choses, puisque la pub nous vend que des choses à acheter. Il n'y a rien de gratuit dans la pub. Comme tous les humains, les publicitaires ne sont pas coordonnés pour faire ça. On se rassemble parce qu'on se ressemble, c'est comme ça qu'on se rassemble. Et on travaille ensemble parce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes idées. Et donc, c'est des gens qui se regroupent autour de l'idéologie ultralibérale qu'ils vont servir en ayant conscience ou pas, peu importe. Mais si on compare les agences, si on compare la pub à un dogme religieux, les agences de publicité, elles deviennent autant de cellules de missionnaires qui vont aller répandre la bonne parole d'un monde merveilleux où l'égoïsme est roi, où l'avarice est une qualité, où le bonheur se résume au confort, l'amour au sexe, etc. Bon, bien sûr, je fais un portrait au vitriol, mais je reviens sur ce que fait la pub et ce que ça peut engendrer, parce que c'est ce mensonge, cette manipulation sur les désirs et les besoins, cette transformation des désirs en besoins, qui va générer une angoisse, c'est l'angoisse de ne pas être normal si on ne fait pas comme les autres, si on ne suit pas le mouvement. Et une fois aveugle en un univers, un monde purement humaniste, un avenir meilleur, alors qu'objectivement, si on regarde tout ce qu'il s'est produit depuis le 11 septembre 2001, ça va de pire en pire. Mais il n'y a pas que la pub qui manipule les émotions. La peur est également utilisée de manière anxiogène. Comme ici, vous allez écouter, c'est une chronique qui a été diffusée sur Europe 1 dans l'émission de Laurent Ruquier. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 1975. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein. C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage, Ouais. vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Mais là on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, tout, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Le Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne... Pourquoi la peur? Pourquoi cette dramatisation? On n'a pas pris la musique d'une série, on a pris une série comme La Petite Maison dans la Prairie pour les plus anciens, on n'a pas pris quelque chose de léger, de bucolique. Non, on a pris la musique d'un film qui fait peur, Les Dents de la Mer. Alors pourquoi on a fait ça? Pourquoi on fait cette mise en scène? Pourquoi on crée un générique qui nous angoisse? Ça fait rire les gens, il faut que ça tremble de peur, mais on le sait tout ça. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi autant de négativité? Pourquoi une information n'est-elle considérée comme importante que si elle est négative? 90%, et je fais un calcul comme ça à la louche, mais ce sont que des informations négatives.
des drames, des conflits, du terrorisme, de l'insécurité, tous les soirs. Et ça fait une espèce de rituel quotidien qui berce d'horreur tous les peuples civilisés que nous sommes au summum du progrès. Pourquoi on s'inflige ça? Chercher l'erreur. La négativité engendre l'angoisse, qui est un moteur d'achat. Alors est-ce que c'est volontaire? Certains affirment que oui, d'autres que non. Je vais laisser les complotistes et les anti-complotistes discuter de la question. Pour ma part, une fois de plus, je m'intéresse qu'aux résultats. Que ce soit intentionnel ou non, j'en ai rien à faire. C'est sur le plan émotionnel qu'on est manipulable. Et c'est pour ça que la propagande existe. On nous l'apprend à l'école, la propagande, c'est de l'information mêlée à de l'émotion. Ce type de communication se caractérise, la propagande, par son impact émotionnel. Vous voyez, une femme qui dit à un homme « Bon, tu vas y aller ou je vais y aller ?» Et là, on joue directement sur la corde sensible masculine. Ici, on vous montre un boucher, voilà. C'est l'impact émotionnel que ça va aller sur les gens. Et les gouvernements ont fait de la propagande. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de partir à la guerre pour risquer de mourir, comme l'a fait mon arrière-grand-père dans la guerre de 14, où en fait, il est parti la fleur au fusil et le deuxième jour des tranchées, il est mort, en laissant derrière lui 2 enfants et une femme en bas âge, elle, désespérée, qui finira par mourir de la grippe espagnole et de chagrin quelques années plus tard. Alors ça, c'est mon histoire personnelle et c'est peut-être pour ça que je suis autant opposé à la guerre et aussi sensible sur ce sujet, parce que je pense qu'elle est toujours évitable. Je pense par exemple que ce drame au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale d'Hiroshima et Nagasaki aurait pu être évité. Je pense que les Américains auraient pu faire sauter une montagne, ce qui aurait déjà été quelque chose de terrible, pour dire attention. Mais on n'avait pas besoin de faire sauter 2 villes dans lesquelles on a détruit des femmes, des enfants, des vieillards, des civils. On a déplacé toutes les règles déontologiques, si je peux dire, tout ce qu'il pouvait y avoir encore d'un peu d'humain dans la guerre, tout ça, ça a été basculé. Mais ça va peut-être encore un peu plus loin, et là on va rentrer dans une partie un petit peu touchy. J'ai déjà prononcé celui-là, ce mot-là, 11 septembre, qui vous met dans un état un petit peu particulier. Mais celui-là aussi, je l'ai prononcé, Dieu. C'est des mots qui créent tout de suite des petites réactions émotionnelles. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ces mots sont devenus comme des sortes de diapasons émotionnels pour nous accorder. C'est-à-dire que si je rentre dans un restaurant et je dis « Ah, je vais vous parler du 11 septembre », automatiquement, je vais générer une crispation. Peu importe ce que je vais dire derrière. Ils nous mettent dans un état particulier et ils nous mettent même, vous voyez, si je viens vous parler du 11 septembre et de Dieu, dans un état de méfiance. En fait, ça fait de moi un individu suspect, mais il y en a encore d'autres. Communisme, surtout aux États-Unis dans les années 50, gilets jaunes avant la période du Covid, complotisme. Voilà une diapo qui me vaudrait une belle une, si on la mettait dans un quotidien. Tu peux faire une photo. Ouais. Ici également, mon point de vue de scénariste, c'est que soit c'est un effet pervers du système qui permet, dans ce chaos médiatique, d'arriver à ce genre de choses, soit c'est une stratégie volontaire de cet empire du commerce, comme l'a appelé George Lucas dans ses films. Cet empire du commerce qui souhaiterait museler tout ce qui s'oppose en fait à la bonne consommation, en fait, parce que c'est ça qui l'intéresse. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit volontaire ou involontaire, encore une fois, il faut juste y mettre un terme parce que cette négativité ne nous fait pas du bien. À ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je pourrais supposer ou suspecter une stratégie volontaire de l'empire du commerce, c'est qu'on sait bien dans l'histoire qu'il y a eu des ententes entre des grands cartels. Par exemple, là, ce film, ce documentaire que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, Prêt à jeter, nous montrait une entente des fabricants d'ampoules dans les années 50 avec toute la question de l'obsolescence programmée qui est très très intéressante. Donc aujourd'hui, c'est les géants du privé qui sont à un niveau qui est terrible, on va en parler un peu après. Mais je pose une question, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à une OPA discrète du secteur privé sur le secteur public ?
le secteur privé qui chercherait en fait à avoir la privatisation totale du monde, ce qui serait un gros business et leur permettrait d'avoir le contrôle. Alors dans le doute, qu'est-ce qu'on peut adopter comme attitude? Il y a eu un conseil des anciens qui était ni méfiant ni confiant, mais vigilant. Parce que la méfiance n'entraîne nulle part, la méfiance elle est sur la peur, la confiance elle est sur l'amour, la vigilance elle est intermédiaire, elle nous permet de rester alerte. C'est-à-dire qu'on ne va pas être méfiant par a priori et on reste alerte et attentif à ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple de ce film qui a été consacré à l'affaire Cambridge Analytica. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez vu, c'est à voir d'urgence parce que c'est juste la partie visible de l'iceberg, mais c'est vraiment édifiant. Juste ça, c'est vraiment édifiant. Alors Cambridge Analytica, c'était une agence de communication sur le web qui a été appelée par le gouvernement de Trinidad. Ça, c'est un exemple qui est donné dans le film. Alors le gouvernement de Trinidad, je vais vous le faire simple, on a deux communautés. On a la communauté afro-antillaise et on a la communauté indienne qui se partagent le pays. Et chacune de ces communautés a des leaders. Et là, c'est le leader indien qui appelle cette agence Cambridge Analytica. Donc, puisque c'est une agence de communication web, on s'attend à ce qu'elle travaille sur le programme de la candidate, en l'occurrence c'est une femme, de la candidate indienne, et qu'on fasse ressortir les qualités de son programme, à savoir plus de sécurité, moins de chômage, une meilleure éducation, plus d'emplois. Voilà des promesses classiques rarement tenues des politiques. Et en fait, pas du tout. L'agence va prendre le contre-pied de tout ça et elle va plutôt s'intéresser aux gens à qui elle parle et à ces deux communautés. Et avec une analyse très fine de la psychologie de ces deux communautés, elle va s'apercevoir que les membres de la communauté indienne ont tendance à suivre l'avis de leurs parents, tandis que les membres de la communauté afro-antillaise ont tendance à ne pas suivre l'avis de leurs parents. Et donc elles vont créer un visuel avec deux bras croisés comme ça, sur lequel il est écrit parfois « douceau ». Ça veut dire « croise tes bras, douceau, je ne veux pas, je n'irai pas voter ». Et à présenter comme le fait d'aller voter comme quelque chose une farce et comme un acte de rébellion, le fait de ne pas aller voter. C'est-à-dire, je ne vais pas voter, je suis un rebelle, je suis quelqu'un qui résiste. Et donc, cette agence de communication a créé ce logo-là et a commencé à faire des films viraux qui se sont répandus et qui ont été récupérés par des activistes de la communauté afro-antillaise qui les ont intégrés et qui s'en sont servis pour faire des clips, pour faire des tags dans les rues, pour faire toutes sortes de choses, et c'est devenu un symbole de protestation. Douceau ne va pas voter. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'élection? Eh bien, la communauté afro-antillaise, les jeunes de la communauté afro-antillaise ne sont pas allés voter, alors que les jeunes de la communauté indienne sont allés voter. Et c'est comme ça que la candidate indienne a gagné. Différentes idéologies ou différents courants idéologiques sont en lutte actuellement sur la planète. Et c'est ce qu'incarne un peu, vous verrez, ce film est assez édifiant pour ça, parce que ça soulève plein de questions. Cette agence a également travaillé derrière l'élection de Donald Trump, et elle est également derrière le Brexit. Et elle a travaillé de concert avec Facebook, alors que pourtant Facebook est opposé à l'élection de Trump. Donc c'est vraiment un énorme bazar. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre documentaire dont le titre français est « Derrière nos écrans de fumée », qui est lui aussi diffusé sur Netflix, le grand Satan pour certains, une super plateforme pour d'autres. Sur Netflix comme ailleurs, on trouve d'excellents documentaires. Et ce documentaire-là vous montre à quel niveau sont arrivés les géants de la tech, les GAFAM. On est dans une manipulation à très haut niveau. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale et on est dans la propagande 3.0. C'est très très dangereux si ça tombe entre de mauvaises mains. C'est peut-être le cas, ça j'en sais rien.
Ces slogans, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, peuvent nous paraître complètement ridicules. Pourtant, on met très régulièrement en pratique le premier, parce qu'on va faire la guerre en permanence pour apporter la paix. Et après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Si on pousse la réflexion, et si on pousse la comparaison de notre société avec le fonctionnement d'une religion dogmatique, un groupement idéologique ou une secte, on se rend compte que la société de surconsommation paraît fonctionner en essence sur la peur et la culpabilité. La peur d'en être exclu, d'être exclu de cette société, et ça je connais bien, parce que vous avez vu ce qu'on dit de nous, par notre travail on est exclu médiatiquement, donc je sais bien ce que ça fait que d'être exclu et d'engendrer une suspicion. Et de l'autre côté, la culpabilité par rapport à notre niveau de vie, nous ici en Occident, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne peut pas vivre avec le même niveau de vie sur la planète. Et de toute façon, le système ne le permet pas parce qu'il est construit de telle sorte à ce qu'il y ait de la pauvreté pour que ça génère autant de richesses. On a tous plus ou moins conscience de ça, mais ça nous agace quand on en parle. Pourquoi ? Parce que ça génère un profond sentiment d'impuissance. On a tellement été infantilisés par des décennies, voire des siècles, voire des millénaires de l'exercice du pouvoir, qu'on est réduit à attendre une solution qui viendrait de l'extérieur. Un chef d'État providentiel, un nouveau messie, la science, les êtres de lumière de la Confédération galactique. Quel résultat peut entraîner la croyance en un monde, en un avenir qui ne serait pas nécessairement meilleur ? Toute cette angoisse que ça génère. Parce que si vous posez la question dans la rue, est-ce que vous pensez que dans 15 ans, on aura réglé les grands problèmes de la société ? Il y a de fortes chances que la réponse soit négative dans quasi 100% des cas. Et alors, qu'est-ce que ça fait sur un plan matériel ? Si on ne projette pas un avenir meilleur, si on ne projette pas quelque chose qui va être bénéfique, est-ce qu'on a des chances de le voir arriver ? J'en sais rien. C'est comme moi avec mon blouson. Maintenant, si on se place sur un plan spirituel en pensant que par nos pensées, par notre attitude, on crée notre avenir, vous vous rendez compte des conditions dramatiques ? Mais si on projette un futur sombre, c'est aussi peut-être parce que notre histoire projette un passé sombre. En nous racontant, par exemple, que la guerre et la civilisation seraient intrinsèquement liées, et ce depuis l'origine, que si les êtres humains se sont rassemblés, ils se seraient rassemblés par peur, pour se protéger des prédateurs, tant animaux qu'humains, et non pas par amour, parce qu'ils se seraient rendus compte que ce serait plus simple de collaborer ensemble, qu'un soit médecin, que l'autre soit un chasseur. Non, ça serait par peur, pour se protéger. Et en fait, on est directement dans cette chose qui ferait que la guerre ferait partie de nous, qu'elle ne serait pas belle, mais qu'elle serait d'une certaine manière un mal nécessaire. Et en poussant plus loin, il y a certains économistes qui se sont ralliés à la citation de Hobbes, Thomas Hobbes, et qu'ils ont détourné, qu'ils ont sorti un peu de son contexte, parce que Hobbes disait « l'homme est un loup pour l'homme », et donc eux, là-dedans, viennent à penser et à dire même parfois des propos qui sont très choquants, rien de tel qu'une bonne guerre pour relancer l'économie. Aujourd'hui, au présent, on est constamment en guerre. On est en guerre contre le cancer, contre le sida, contre le chômage, contre le Covid, contre les inégalités. On est en guerre pour la paix. On dirait que l'humanité n'apprend pas de son passé, ne tire pas de leçons, qu'elle nous oblige à croire en une bienveillance imaginaire, pour peu qu'on considère l'état actuel de notre monde de manière objective, sans oublier tous ceux qui souffrent et qu'on ne voit pas habituellement. Certains parlent d'un complot, mais lorsque, comme moi, on cherche à se débarrasser de toutes ces croyances, on ne peut pas statuer sur une chose si on n'a pas de preuves. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon centre d'intérêt. Alors, pour préciser ma pensée, je vais dire que moi, je ne suis pas un adepte du grand complot, où il y aurait une douzaine de personnes qui se réuniraient pour décider en secret de la destinée du monde.
Pour moi, ça ne m'apparaît pas possible parce que ça nécessiterait que ces gens soient trop intelligents, trop machiavéliques, trop organisés, et ça m'apparaît complètement impossible. C'est difficile à mettre en place dans des milieux où l'ego est maître, où on a plein de conflits de pouvoir et tout ça, et où tout le monde veut être calife à la place du calife. Alors, en revanche, que des grandes compagnies puissent comploter pour conquérir le marché, ou les parts de marché pour devenir de plus en plus importantes, que des lobbies complotent pour obtenir des avantages, ou que des groupements idéologiques complotent pour placer l'un des leurs à la tête du gouvernement, qui va prendre des décisions qui vont aller dans leur sens, m'apparaît pas saugrenu du tout. Les gouvernements, les chefs d'empire économique, des gens qui sont mus par parfois des comportements très particuliers, seraient-ils donc tous devenus des sages ? Il y aurait plus de conflits de pouvoir, de jeux d'ego entre eux. On n'aurait plus de volonté de domination, de soif de contrôle. Le croire serait, selon moi, manquer cruellement de vigilance, même de sagesse, parce qu'en fait, si on connaît l'humain et qu'on voit tel qu'il est, ces choses-là ne sont pas prêtes de s'arrêter pour l'instant. L'ironie là-dedans, c'est que moi, en fait, je ne serais jamais allé décortiquer les arcanes de notre monde si la réaction à mes films n'avait pas été aussi violente, aussi disproportionnée et avait autant manqué de raison. Regardez ce qu'on dit, on s'interroge sur le passé, vous avez des gens qui vous répondent ça. Alors déjà, au passage, je vais leur dire merci à tous ces gens-là, parce que cette introspection, elle a été plus que salvatrice. Et je vais essayer d'aller focaliser sur les choses les plus importantes et les plus tangibles, les choses dont on est sûr. Parce que pour qu'on soit tous réunis, là maintenant, il s'est passé il y a bien longtemps sur notre planète au moins 3 événements extraordinaires, remarquables. Le premier, je vous l'ai dit, la Lune s'est formée suite à la collision d'un astéroïde avec la Terre. Les débris se sont mis en orbite, se sont agglomérés en une boule qui s'est mise en orbite autour de la Terre. La Lune est placée à peu près 385 000 km de la Terre, le Soleil à 150 millions de kilomètres. Et si la Lune n'avait pas été là et placée où elle est, il n'y aurait pas eu ces conditions de vie sur la Terre. Donc c'est un paramètre technique, ça. C'est une donnée technique, la position de la Lune à cet endroit-là. Mais ce qu'on remarque, c'est que le diamètre apparent de la Lune, il est égal au diamètre apparent du Soleil. C'est ce qui permet le phénomène des éclipses. Donc ça, je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Mais en tout cas, c'est un paramètre artistique. On se rend compte que partout où on regarde sur notre planète, décidément, les deux semblent aller de pair, d'un côté de la technique et de l'autre côté de l'artistique. 700 millions d'années plus tard, en fait, selon de récents travaux, puisqu'on pense que la vie aurait 3,8 milliards d'années, la vie aurait jailli de la matière inerte. Et quasiment 3,8 milliards d'années après, la vie aurait pris conscience d'elle-même par notre intermédiaire. Ça veut tout simplement dire quand un être humain aurait un jour pensé, parfois de manière un petit peu plus grossière ou brutale, mais qu'est-ce que je fais là ? Comment l'expliquer ? Comment expliquer tout ça ? J'ai l'impression qu'à notre époque, en Occident, on pense n'avoir seulement le choix qu'entre être adepte des religions du livre, la Bible, la Torah, le Coran, et adhérer à la thèse du Dieu créateur, ou être athée et adhérer à la thèse de la théorie synthétique de l'évolution. Beaucoup sont athées par réaction parce qu'ils ne veulent pas adhérer à l'idée de ce créateur, mais pourtant ils peuvent s'émouvoir sur une coïncidence un peu particulière, un peu forte, donc synchronicité dont on a parlé. Ils peuvent admettre des concepts d'énergie, d'influence sur l'extérieur, ce que n'admet pas l'athéisme dans sa version sèche. Ils peuvent s'interroger sur un au-delà possible aussi.
en fait, j'ai l'impression que l'humanité est prisonnière entre le Dieu créateur d'un côté ou la théorie de l'évolution des espèces, et que ces contradictions nous empêchent d'avancer. Moi, j'avais déjà évoqué le créationnisme dans la révélation des pyramides au moment où, vous vous souvenez, John Taylor découvre la présence de Pi dans la Grande Pyramide. Et comme ce nombre pi ne pouvait pas être connu des Égyptiens, on a eu d'un côté des gens qui ont dit c'est Dieu qui leur a inspiré, et de l'autre côté des gens qui ont dit non, non, pas du tout, c'est un hasard. Alors que l'explication était, à mon sens, à chercher du côté du fait que les Égyptiens devaient connaître ce nombre, même si on pensait que ça n'était pas possible. Et en fait, j'avais parlé des déistes créationnistes, et ce n'étaient pas des déistes créationnistes, mais des théistes. Et il y a une grande différence entre les théistes et les déistes. Si les théistes sont ouverts à une entité créatrice, à un dieu, ils ont tendance à la représenter sous une forme humaine, un peu comme un surhomme, un peu comme un vieillard paternel dans le ciel. Et ce vieillard aurait à cœur la bonne marche de l'univers et de la terre. Et donc il enverrait régulièrement des prophètes, des commandements, des songes, des visions, et à différentes personnes pour indiquer la bonne marche à suivre. Alors que les déistes, eux, pensent, croient en une intelligence créatrice à la base qui serait responsable de la création de cet univers, de la création de ce monde, et qui aurait d'une certaine manière écrit le support et le programme, si on peut dire, mais qui après n'interviendrait pas dans la destinée des hommes, parce qu'elle les laisserait avec leur libre arbitre et leur discernement libres de se développer dans ce qui serait qu'un grand jeu d'évolution spirituelle, et le but serait la progression spirituelle. Pour l'athéisme, il n'existe aucun Dieu ni aucune conscience supérieure. Et c'est le point de vue du livre Sapiens, par exemple, qui a eu un très très grand succès et qui est très intéressant par sa vision clinique et très froide de la planète, mais peut-être un peu trop froide, parce que lui, il dit dans les premières pages que l'humain, les hommes ont inventé les dieux, que l'amour est un phénomène biochimique, que la conscience serait le produit du cerveau. Il n'y aurait aucune intelligence ni aucun plan derrière la nature. Elle ne serait pas considérée comme une entité globale. Elle s'auto-organiserait, stimulée par des changements extérieurs. Ce sont des changements extérieurs qui, en fait, des changements extérieurs grands, qui obligeraient les organismes et les êtres à se développer, à muter. Et c'est ce qui créerait tout ça. Et donc on aurait seulement des milliards d'espèces soumises à des milliards, rappelez-vous des paroles de Michel Viseau, de stimulation qui les forcerait à réagir et à s'adapter. Et la sélection naturelle finirait le travail en choisissant les plus aptes, les meilleurs. Et c'est ça qui nous donnerait cette complexité grandissante. Et ces combinaisons nous mèneraient à de plus en plus de complexité qui amènerait à produire l'organe le plus complexe qu'on trouve sur cette planète, qui est le cerveau humain. Et de la complexité du cerveau serait née la conscience. Ça, c'est ce qu'on pense. Et pour appuyer l'idée d'un système qui s'auto-organiserait de lui-même, on prend parfois pour exemple un programme d'intelligence artificielle, de deep learning, qui va se développer et apprendre de plus en plus, devenir de plus en plus complexe. Et on pense qu'un jour, il sera devenu tellement complexe qu'il deviendra conscient, puisque c'est nous, c'est la même chose qui s'est produit pour nous. Peut-être, mais si on réfléchit, qui a créé le programme de cette intelligence artificielle? Qui a créé son support? Qui l'alimente en énergie? Pourquoi on ne considère pas davantage la vision de ces peuples dits racines et du chamanisme, des chamans du monde entier qui prétendent rentrer en communication, avoir accès à d'autres dimensions de la conscience? Les Amazoniens parlent d'un monde, d'une dimension très technologique de laquelle notre matrice, notre monde aurait été créé avec la technologie de cette dimension. Et bien évidemment, pour eux, la conscience existerait en dehors du cerveau qui se contenterait de la filtrer. Il ne la produirait pas, la conscience serait partout et le cerveau la filtrerait.
Il parle de rencontres avec des puissantes entités, dont la plus célèbre, la plus puissante et la plus célèbre d'entre elles serait la Madré, celle qu'ils appellent la Madré, avec laquelle ils prétendent discuter, dialoguer et obtenir des enseignements, recevoir des enseignements. Alors on a des scientifiques occidentaux qui s'intéressent de très près à ça. On a les labos qui s'intéressent aussi de très près puisqu'ils vont étudier les molécules que les plantes auraient données à ces hommes et souvent changer une virgule pour déposer un brevet derrière et faire un médicament. D'autres scientifiques occidentaux nient totalement cet aspect-là. Il n'existerait aucune entité extérieure, il n'existerait aucun dialogue possible. Ces états-là modifiés de conscience ne seraient que des illusions et ce serait dû à la prise de drogue ou à des sécrétions particulières d'hormones dans le cerveau, dans certains états de transe, qui créeraient ces illusions. Tout ça, ça ne serait que des illusions et il n'y aurait pas d'autre réalité. Mais qui le sait vraiment ? Ces descriptions qui sont faites du chamanisme ressemblent pour beaucoup aux descriptions des expériences de mort imminente ou expériences de mort approchée qui sont faites par des gens qui les ont vécues et qui disent s'être trouvés hors du temps et de l'espace, plus localisés à un point précis, avec une vision beaucoup plus large, une manière de penser totalement différente. Comme je vous l'ai dit, pour les scientifiques, il n'y aurait pas, ça n'existerait pas ces choses-là. Et ça ne serait pas possible. Là, ça serait juste une illusion, une ultime illusion qui se produirait juste une fraction de seconde avant que la machine s'éteigne et que la personne meure, ou alors au redémarrage de la machine, une fraction de seconde, et ce souvenir de cette expérience apparaîtrait là, mais en aucun cas il n'existerait ça. Quoi qu'on en pense de ces expériences, qu'elles soient véridiques ou pas, il se trouve que les gens qui vivent ces expériences ressortent profondément transformés, avec des valeurs communes, indépendamment de leur endroit sur la planète. Ils ont des valeurs communes. Ce qui est important pour eux, la chose la plus importante, c'est aimer. Ils font très attention aux conséquences de leurs actes, et à ce que ça engendre. Et ensuite, ils n'ont plus du tout peur de la mort. Et ça, c'est des constantes que retrouve généralement dans tous ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente. Donc le plus important là-dedans, une fois de plus, c'est pas que ce soit vrai ou pas, que ça existe, c'est ce que ça fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Pour prendre une image analogique encore avec l'informatique, on éteint la personne, on la débranche. Ensuite, on la rebranche, on reboot le système. Et quand on redémarre le système, eh ben la personne se reconstruit et développe des valeurs qui sont beaucoup plus positives et montre un état qui est beaucoup plus bienveillant. Et là, ça interroge justement sur ce que pensent certains, c'est-à-dire que l'homme est par nécessité un loup pour l'homme, malveillant. Là, on se rend compte que non, qu'il a de la bienveillance en lui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne va pas nous entraîner vers le bon sauvage de Rousseau, l'homme né pur, parce qu'il y a des gens qui sont plus agressifs que d'autres, etc. Mais en revanche, on se rend compte du potentiel, et il semblerait que naturellement, le potentiel humain, ce soit d'exprimer de la bienveillance. Alors que croire, que choisir ? Comme l'a si justement dit Edmond Rostand, avoir l'esprit ouvert ne signifie pas l'avoir béant à toute sottise. Qu'est-ce qu'il y avait avant notre univers ? C'est ce qu'on appelle la singularité. Un espace vide, préexistant, et là, tout est sorti d'ici, donc il y a un avant l'univers. Et la beauté, on peut s'interroger sur l'utilité de la beauté, que certains appellent relative, mais qui pour moi n'est absolument pas relative, parce qu'il suffirait qu'une plante sécrète juste la bonne hormone, et elle attirerait l'insecte pollinisateur qu'il lui faut, par exemple. Ou en quoi l'oiseau qui fait la plus belle parade, et vous avez un très très beau documentaire qui s'appelle La danse des oiseaux, qui le montre, en quoi l'oiseau qui ferait la plus belle parade serait le plus intéressant génétiquement pour l'espèce. On ne remercie pas et on n'encourage pas
le plus vaillant, le plus courageux, le plus téméraire, celui qui ramène le plus de vers de terre. Non, l'artiste, le plus beau, celui qui fait la plus belle danse, la plus belle prestation. Alors c'est bien ça pour quelqu'un comme moi. Et l'harmonie, quelle est l'utilité de l'harmonie dans un système qui est complètement aléatoire? Est-ce qu'elle naît du hasard? Notre monde est tout bonnement incompréhensible. Réfléchir aussi longtemps pour arriver à une conclusion comme celle-là, c'est assez terrible, c'est assez frustrant. Alors j'ai un jour posé la question à la fin d'une interview, et Dieu dans tout ça? Ce n'était pas du tout pour provoquer ce scientifique, je l'ai posé à un astrophysicien du CNES, c'était simplement pour voir comment il se positionnait. Et alors il m'a très gentiment répondu, écoutez. Votre question, c'est et Dieu dans tout ça? Moi, j'ai tendance à simplement répondre que pour moi, Dieu explique la création de l'univers. Voilà, c'est le Dieu créateur. Parce que la science arrive à une singularité qu'elle ne peut pas franchir, la causalité de tout ça, moi j'appelle ça Dieu. N'oublions pas que la science se préoccupe du comment, mais pas du pourquoi. Donc, c'est pas un sujet scientifique de savoir si Dieu existe. On va dire ça comme ça. Mais maintenant, moi, dans ma réflexion personnelle, toute cette histoire de Big Bang, même si il y a peut-être un avant le Big Bang, ça c'est un autre sujet, mais à l'époque où le Big Bang apparaissait, c'était une espèce d'instant zéro. Donc, qui a mis la pichenette d'origine? Bon, moi j'appelle ça Dieu, et comme ça, je ne pose plus trop de questions. Voilà un scientifique ouvert qui serait peut-être prêt à admettre l'existence d'une intelligence créatrice, à condition qu'il ait bien évidemment des éléments factuels, des preuves à l'appui de ça, sans pour autant en venir à envisager qu'on ait créé Ève à partir d'une côte d'Adam. Sans le savoir, il a presque cité une maxime de l'hermétisme. Le tout est la volonté qui fait que l'univers est alors qu'il pourrait ne pas être, en parlant de cette pichenette primordiale qui fait que tout ça a existé. Mais c'est quoi l'hermétisme? Alors c'est une culture que moi j'avais explorée en parallèle de tout ça, parce qu'elle m'avait intéressé par son regard unique, sa manière pragmatique et son regard unique sur le vivant, son regard différent. Alors on l'appelle hermétisme du nom du dieu Hermès chez les Grecs, mais c'est l'équivalent de Thoth chez les Égyptiens et de Mercure chez les Romains. Elle est connue par quelques écrits, dont le plus célèbre, c'est la table d'émeraude qui vient du Corpus Hermeticum. Et il y a une maxime que beaucoup ont déjà entendue: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les miracles de l'unité. Et c'est une maxime qui postule l'unité du tout, ainsi qu'une vision fractale de l'univers, une vision holographique, c'est-à-dire que chaque particule est à l'image du tout. Ironie du sort ou clin d'œil des auteurs d'Astérix à Hermès, Astérix est le seul Gaulois qui ne porte pas de casque à cornes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il est petit, il est malin, il vole quand il prend sa potion magique. Et on a aussi d'ailleurs Obélix dans cette bande dessinée, qui n'aurait pas dû s'appeler Obélix, mais Ménirix, parce que les obélisques, c'est en Égypte et non pas en Bretagne. Bon voilà, c'est juste un petit clin d'œil, une chose que je voulais vous faire remarquer. Et alors voilà, tout de suite ça va se tendre encore, j'aurais pu prendre ces mots-là, dans les déterminatifs émotionnels, les diapasons là, qu'on a présentés tout à l'heure. Quand j'ai cherché hermétisme sur Internet, je suis tombé sur ce tract d'une université maçonnique, donc c'est des loges franc-maçonniques qui organisent une conférence sur l'hermétisme qui est une voie initiatique. Alors ça pareil, j'en parle parce que c'est très étonnant, c'est un sujet, on dirait qu'il n'y a que les médias qui ont le droit de parler de la franc-maçonnerie et pas nous. Moi j'ai rien à dire dessus, pour moi c'est comme toute organisation humaine, elle dépend essentiellement des gens qui la dirigent et des gens qui la composent. Donc parfois ça peut être bien, à d'autres moments ça peut ne pas être bien. Donc je n'ai pas de point de vue. Simplement pour vous dire que l'hermétisme étant une très vieille culture, il y a très peu d'écrits. Chacun peut en fait lui faire dire ce qu'il veut, donc ça peut être quelque chose d'horrible comme ça peut être quelque chose de très bien. Et dans les choses qui ne sont pas terribles, il y en a, on a trouvé dans l'histoire, qui ont fait tenir à l'hermétisme des propos qu'elle n'avait jamais tenus, notamment des propos eugénistes.
alors que en fait, l'hermétisme est totalement opposé à ces choses-là, comme vous allez le voir. Alors moi je parle en connaissance de cause parce que j'ai été confronté à plusieurs dépositaires entre guillemets de l'hermétisme, mais qui m'ont apporté des systèmes de croyance, je dirais, des histoires qu'on me demandait de croire sur parole parce que c'était la tradition. Et donc pour moi je me pose la question, mais quelle est la différence avec un livre religieux? Je vais essayer de vous en parler un petit peu, de vous en dire un peu plus. À la différence d'un dogme religieux, cette philosophie spirituelle, comme on pourrait l'appeler, elle est composée de principes et pas de règles, qui sont énoncées la plupart du temps sous forme de maximes, comme d'abord ne pas nuire, celui qui a été repris par les médecins, négligez et vous perdrez, ni trop peu. Voilà, il y en a plein comme ça, des petites phrases toutes simples qui, quand on y réfléchit, sont porteuses de beaucoup de sens. Et la deuxième différence, et de taille avec un dogme religieux, elle n'aurait pas été révélée par une divinité à un être humain, qui en aurait été le seul témoin et qui ensuite viendrait la rapporter à ses contemporains, mais elle proviendrait d'une lente et minutieuse observation de la nature, suivie d'une réflexion. Donc on pourrait dire que c'est Dieu, entre guillemets, découvert par la science. En observant notre monde, en fait, il se serait dit, c'est curieux, ça ressemble à une grande horloge. Les étoiles, tout tourne, les cycles, la reproduction des graines, les saisons, comme plein de cycles imbriqués les uns dans les autres, et donc qui en ferait une horloge, et qui ferait ressembler ce tout à une horloge, mais surtout une horloge parfaitement réglée. On a parlé tout à l'heure du fine-tuning, c'est drôle de voir que là-dedans on retrouve l'expression du très fin réglage. Pour eux, l'horloge était tellement bien réglée que si il existait une horloge et si elle était aussi bien réglée, c'est qu'il y avait nécessairement un horloger. Mais si cet horloger ne s'était pas manifesté, c'est qu'il ne voulait pas qu'on s'intéresse à lui, à sa personne, à son être, et plutôt qu'on s'intéresse à sa création. Donc là, il se serait dit, observons l'horloge, essayons de comprendre les lois et les principes qui la gouvernent, et nécessairement, on trouvera notre juste place dans cette grande horloge. Et comme ça, on sera, nous aussi, inscrits dans cette harmonie. Et en observant la nature, ils auraient constaté la récurrence d'un rapport plutôt, derrière cette harmonie. C'est le rapport du nombre d'or, un rapport de proportion particulier, autour duquel semble se développer le vivant, qu'on aperçoit naturellement dans la structure de quelques minéraux, donc on va dire dans le règne minéral. Ici, c'est un minerai de pyrite. On l'aperçoit chez les végétaux, chez beaucoup de végétaux, comme ici avec la répartition des graines de tournesol, dans la fleur de tournesol, qui dessine une spirale dorée, c'est-à-dire aux proportions du nombre d'or. En fait, elle n'en dessine pas qu'une, elle en dessine plusieurs. On le retrouverait dans l'humain, comme l'a montré De Vinci à partir des travaux de Vitruve. Comme les compagnons et autres bâtisseurs le savent bien, ils se le transmettent depuis longtemps sans nécessairement l'avoir écrit partout. Et en fait, il devrait son appellation de divine proportion par Luca Pacioli, qui aurait été le professeur de mathématiques de Léonard de Vinci. Si certains voient le nombre d'or partout, d'autres le voient nulle part. Et on a certains qui contestent la présence du nombre d'or parce que pour eux, ça incarnerait la manifestation d'une proportion idéale qui serait un moyen objectif de catégoriser les êtres avec ceux qui sont parfaits et ceux qui ne le seraient pas, donc un motif de ségrégation. Et alors qu'en fait, chez les anciens, le rapport du nombre d'or est juste un rapport statistique moyen, il ne désigne pas les meilleures fleurs. Ce n'est pas parce que la fleur de tournesol qui présente les meilleures spirales du nombre d'or est comme ça que le tournesol sera meilleur que les autres. L'autre raison, c'est que ça fait bien évidemment écho à une intelligence créatrice et donc à un sens, et beaucoup n'ont pas envie d'aller dans ce sens-là, donc ça ne passe pas du tout cette explication à ceux qui ne sont pas ouverts à, entre guillemets, l'idée d'une transcendance, de quelque chose de plus grand. Plutôt que de rester empêtrés là-dedans sur le fait qu'il existe ou pas, les anciens ont poursuivi leur observation et ils ont découvert ce qu'on a appelé les polarités. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais en reparler maintenant.
Les polarités sont des contraires qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. Alors on a par exemple ici l'homme qui est plus large aux épaules et la femme qui est plus large au bassin. Donc l'homme, on va le représenter par un triangle pointant bas, alors que la femme, on va la représenter par un triangle pointant haut. Chez l'homme, les appareils, les testicules qui servent à produire les spermatozoïdes se trouvent à l'extérieur du corps humain parce que c'est l'endroit la plus froide du corps masculin. Et alors que chez la femme, les organes reproducteurs se retrouvent à l'intérieur du corps humain, et c'est l'endroit le plus chaud du corps féminin. Chez l'homme, c'est rapproché, chez la femme, c'est écarté. Chez l'homme, la production de spermatozoïdes est infinie depuis la puberté jusqu'à la mort, alors que chez la femme, c'est cyclé. Et c'est un nombre de cycles, un peu plus de 400 cycles au cours de sa vie de femme. Que dire encore? Chez l'homme, durant l'acte sexuel, l'organe sexuel se durcit, tandis que chez la femme, il se ramollit. Et on voit ainsi une opposition, mais complémentarité qui forme un tout. Et ce symbole qui a été repris par les Juifs et qui symbolise l'alliance, c'est l'alliance de l'eau et du feu, des principes contraires, opposés, mais qui se complètent. Alors là, on parle bien évidemment de polarité masculine et féminine, et on ne parle pas de l'homme et de la femme. Ça peut être des couples hétérosexuels, des couples homosexuels. Chez les anciens, ça ne posait aucun problème, ces choses-là. C'était cet équilibre. On continue avec l'homme, l'humain et l'arbre, par exemple. Donc vous avez l'arbre qui est complètement immobile, alors que l'humain est mobile. Vous avez l'homme qui possède sa bouche en bas et ses organes sexuels en haut. Alors pourquoi sa bouche? Parce qu'en fait, il se nourrit par ses racines, et ses organes sexuels, ce sont ses fleurs, donc qui vont être sur le feuillage. Alors que l'homme possède sa bouche en haut et ses organes sexuels en bas. C'est inversé. On a l'être humain qui respire de l'oxygène qu'il va transformer en gaz carbonique par les poumons, qui forment un arbre inversé par rapport à l'arbre humain, vous voyez l'arbre des poumons. Et en même temps, on a notre arbre qui, lui, va respirer la journée du gaz carbonique pour en rejeter de l'oxygène. Et on a derrière la chlorophylle qui est verte alors que le sang est rouge, et on est dans des couleurs complémentaires. Donc comme je vous l'ai dit, le végétal possède sa bouche en bas et son sexe en haut. Quand on passe à l'animal, on bascule à 90 degrés, bouche et sexe sur un même plan. Et quand on passe à l'humain, on rebascule à 90 degrés avec la bouche en haut et le sexe en bas. On y voit, quand on regarde comme ça, très simplement, avec un regard curieux et un regard d'enfant, on y voit une forme d'organisation géométrique qui se dessine. Donc ils ont poursuivi leur réflexion et ils se sont dit qu'il existait une trame de nombres, une trame géométrique sur laquelle se tissait la réalité. Et la réalité, elle, qui s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Et ils se sont dit, s'il existe une trame qui précède la réalité, c'est-à-dire avant le temps et l'espace, c'est que cette trame émane d'une intention, et cette intention est elle-même le fruit d'une volonté. C'est-à-dire qu'on a voulu ça. On a créé d'abord le support, et ensuite le support s'est déployé une fois que ça a été créé, comme l'intelligence artificielle dans son support. Et ils se sont dit, c'est cette volonté qui fait que tout ça existe, alors que ça pourrait ne pas exister, qui fait que l'univers est, alors qu'il pourrait ne pas être. On est là face à la pichenette primordiale de Francis Rocard, sans que ça prête aucune caution de ce monsieur à l'hermétisme, bien évidemment. Une volonté qui serait l'action du tout, une volonté que tout nom diminue, on ne pourrait pas y mettre de mots dessus parce que ce serait ineffable, indéfinissable, incompréhensible.
Et cette intelligence créatrice qui serait à la base de la création de l'univers serait une sorte de supraconscience, comme une conscience gigantesque à laquelle appartiendraient nos consciences. Donc, qui s'incarnerait ensuite dans des costumes de chair. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans la vision de la conscience produite par le cerveau et de la vie qui naîtrait de la matière. Non, non, tout serait né ensemble. La vie peut-être même aurait précédé la matière et nos consciences individuelles ne seraient que des fractions de cette grande conscience et pourraient même être reliées, donc elles ne seraient absolument pas le produit du cerveau. Dans l'hermétisme, on parle d'alchimie et moi de l'extérieur, pour moi l'alchimie, je ne m'étais jamais intéressé, mais c'était une espèce de quête futile d'un vieillard en quête de richesse et d'immortalité, vivre le plus longtemps possible en étant le plus riche possible. Dans le monde matérialiste dans lequel j'étais, ça ne me posait pas de problème. Et je me suis intéressé et un peu de plus près, je suis allé lire des choses et je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas ça et que c'était la recherche de l'excellence dans tous les domaines sur fond d'anonymat et d'isolement total, comme on trouve par exemple dans la conclusion, magnifique conclusion d'un livre étonnant qui s'appelle Le mystère des cathédrales, écrit par un auteur anonyme, un pseudonyme, du pseudonyme Fulcanelli, et qui définit à la fin ce qu'est l'alchimie, et donc savoir, pouvoir, oser se taire. Et là, voici ce qu'il a écrit. « Enfin, quand le succès aura consacré tant d'années laborieuses, quand ses désirs seront accomplis, le sage, méprisant les vanités du monde, se rapprochera des humbles, des déshérités, de tout ce qui travaille, souffre, lutte, désespère et pleure ici-bas. Disciple anonyme et muet de la nature éternelle, apôtre de l'éternelle charité, il restera fidèle à son vœu de silence, car dans la science, dans le bien, l'adepte doit à jamais se taire. » Donc là, vous voyez qu'on est loin du gars riche et immortel qui va vivre longtemps, on est plutôt dans un engagement important. Alors ça ne veut pas dire que l'alchimie existe ou n'existe pas, je vous donne juste la philosophie de l'alchimie et de quoi on s'imprègne quand on lit ses écrits. Si chez les hermétistes l'or est important, ça peut se résumer par l'acronyme formé par ces deux lettres, parce que ça désignerait or, O pour orienter, R pour rectifier. Alors O pour orienter, parce qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes choses, il y a des gens qui sont des dirigeants, il y a des gens qui sont des guérisseurs, il y a des gens qui sont des combattants, il y a des gens qui sont des enseignants. Et moi, je me sens à l'aise plutôt dans mon métier, je ferai un piètre combattant ou un piètre politicien par exemple. Et donc pour eux, il convient d'abord de s'orienter, de trouver ce pourquoi on est fait. Parce que de toute façon, si on trouve ce pourquoi on est fait, c'est ce qui nous nécessitera le moins d'efforts possible, ce qui nous coûtera le moins, et puis surtout ce qui nous permettra d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Donc on a plutôt intérêt à rechercher ça. Et ensuite, rectifier, pourquoi ? Parce que la vie n'est pas un long chemin comme ça, tout tracé, et qu'on peut parfois s'en écarter, on peut parfois se tromper, parce que l'erreur est humaine. Et donc là, quand on se trompe, on revient sur le chemin. Et voilà, c'est une vision assez douce de l'être humain qui n'est pas enfermé dans une route dogmatique où c'est ça, et si il se trompe, il se culpabilise, il se fustige. Non, c'est une vision plus humaine. On n'est pas dans la culpabilité, on est dans la responsabilité. Et l'hermétisme considère le monde comme un terrain d'évolution spirituelle, et en développant des qualités qui sont de belles qualités, l'empathie, le mérite individuel, l'excellence, la compassion, l'humanité, une philosophie qui a le mérite d'exclure de fait tout racisme et tout sexisme, de par son adhérence à la réincarnation, parce que les organismes ne seraient que des costumes de chair, des véhicules provisoires. Donc je vous en fais un beau portrait, je vous en parle comme si j'allais vous la vendre. Mais la question que je me pose, c'est comment serait notre société, comment serait notre monde s'il avait adopté ces valeurs, cette croyance-là, plutôt que les autres croyances, celles des religions du livre. Parce que quitte à choisir une croyance, autant choisir une croyance positive et qui n'exclut personne. À l'image de l'Internet naturel,
qui est composé par ce qu'on appelle le mycélium, une espèce de réseau de fibres, des champignons qui relient les arbres ensemble et qui va se développer dans tout le sol et dans toute la nature. Les hermétistes pensent que on a une grande conscience, une âme du monde. Ils appellent ça l'anima mundi. Et l'anima mundi, cette âme du monde, serait la conscience, en fait, de notre monde. Et c'est ce qui a peut-être influencé plus tard Jung avec son inconscient collectif, ou Teilhard de Chardin avec sa noosphère, si vous renseignez-vous là-dessus, si le sujet vous intéresse. Et ça rejoint aussi le chamanisme. Donc on a tous des âmes, la Terre aurait une âme aussi, la Terre organisme aurait une âme, et une âme avec laquelle on pourrait rentrer en contact. Et peut-être que les animaux, naturellement, seraient en contact avec cette entité, et c'est peut-être comme ça qu'ils sauraient d'instinct des choses que nous, on ne sait pas d'instinct ou on a oublié. Ces pratiques chamaniques avaient lieu partout sur la planète, avant, par exemple, chez nous, que le catholicisme les poursuive, les interdise, et qu'on traque les druides, et puis plus tard les sorcières, et qu'on les interdise. Et c'est peut-être ça qui nous a fait perdre ce lien particulier avec la nature. Il faut dire que les religions n'aiment pas la concurrence, et à plus forte raison la concurrence qui vous placerait en lien direct avec quelque chose de plus grand, en lien direct avec Dieu. Et ainsi, la Vénus de Botticelli, qui aurait été tracée à partir d'un tracé géométrique, elle aurait été peinte à partir d'un tracé géométrique préalable, donc on aurait fait une grille un petit peu particulière, et ensuite on serait venu positionner nos personnages, etc., par rapport à cette grille. Eh ben, on peut se demander si ce n'est pas un moyen, par le peintre Botticelli, de nous indiquer cette trame géométrique sur laquelle s'inscrit et se développe tout le vivant. Et si ce n'était pas une manière à cette époque-là de parler de ça et de reproduire presque le mode opératoire de la nature, ce qu'en fait on pourrait tôt ou tard observer. Nous voici donc au moment où j'enregistre cette conférence en 2021. Ici et maintenant, comme disent les anciens. Si le passé existe dans notre mémoire, le futur dans notre imagination, c'est ce moment présent qui est vrai et le seul dont on puisse être sûr. Qu'on croit en la lente évolution du vivant pendant 3,5 milliards ou 3,8 milliards d'années, ou l'intervention brutale d'un Dieu créateur, nous avons la chance d'être en vie. L'extraordinaire chance d'exister. Pour une fenêtre consciente, donc une fenêtre vivante, on va pouvoir se parler, qui va varier en fonction des individus, de quelques semaines parfois à plus d'une centaine d'années pour certains, on n'en sait rien. Sur une planète qui est ni plus ni moins qu'un oasis de vie perdue dans un univers très hostile, parce qu'on y serait aussi bien brûlé que congelé en même temps. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par une constitution très particulière, on est protégé de tout ça, des radiations. La température est relativement stable et on a vraiment cette oasis de vie. Et jusqu'à preuve du contraire, on pense qu'il y en a d'autres, mais elles ne nous sont pas accessibles. C'est un monde incroyable avec lequel on pourrait vivre en osmose si on ne croyait pas que c'est impossible. On est tellement formaté par l'histoire que lorsqu'on a découvert les ruines de Caral Supé au Pérou, sur la côte ouest du Pérou, les archéologues ont été très embarrassés parce qu'il y a une partie de l'archéologie en fait qui pense que la civilisation est née de la peur, est née de la guerre, et que c'est parce que contraints à se rassembler, les humains auraient formé des petits groupes qui seraient devenus de plus en plus importants et qui auraient un jour donné naissance à la civilisation. Mais pourquoi ils ont été embarrassés quand ils ont trouvé ces ruines? Mais c'est parce qu'elles contenaient ni remparts défensifs tout autour, ni armes défensives. Et donc ils se sont dit qu'il y avait un problème. Ce n'était pas la peur qui les avait fait se rassembler. Ils ont envisagé le sacrifice de bébés parce qu'ils ont trouvé un squelette
de nourrissons, enfin qui avaient 6 mois à peu près. Donc ils se sont dit, ah ça y est, c'est par le sacrifice, la peur ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Et c'est les prêtres par le sacrifice de bébé qui tiennent les gens, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que non, cet enfant était mort d'une malformation génétique, et qu'en fait il était mort à 6 mois dans l'amour de ses parents, puisqu'il était couvert de bijoux, de tissus, etc. Donc en fait, on a dû se rendre à l'évidence, cette cité avait vécu en paix pendant plus de 1300 ans, et ça c'était choquant pour nous. C'est le même cas d'une autre cité qui est totalement contemporaine de celle-là, qui est la cité de Mohenjo-Daro au Pakistan, qui démarre à la même date en moins 3000 et qui s'arrête en moins 1800. Pareil. Qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on sait réellement de notre passé? Du peu qu'on connaît sur les 10 000 dernières années, et il y a des tas de choses qu'on ignore, depuis 300 000 ans que Homo sapiens existe, en déduire et croire que l'être humain serait foncièrement et forcément guerrier, nous mène naturellement au fait qu'aujourd'hui, on ne trouve pas absurde ou si horrible que ça de faire des guerres, et même pire, que notre économie mondiale repose sur le commerce de la guerre. Ce qui est hallucinant. Autrement dit, si on arrêtait le commerce de l'armement, la vente de l'armement, notre économie mondiale risquerait de s'écrouler ou s'écroulerait. Ce qui est totalement absurde, vous en conviendrez. Dans Matrix, Morpheus dit à Neo, la matrice, c'est l'écran qu'ils ont placé devant tes yeux pour t'empêcher de voir le monde, la réalité telle qu'elle est. Un écran devant nos yeux, dont les contenus, en plus, maintenant, sont contrôlés par des géants de la tech privée. C'est eux qui décident ce qui est bon ou pas pour nous. Et c'est là que longtemps après mon cours de philosophie en terminale, après avoir découvert l'allégorie de la caverne, après la révélation des pyramides, et bam, j'ai compris pourquoi l'allégorie de la caverne avait autant résonné en moi. Parce qu'en fait, on vit, si on y réfléchit, on vit complètement en dehors de la réalité, dans la caverne de l'illusion de la consommation, de la surconsommation. On est tous enchaînés par le confort. On n'a pas le droit de regarder derrière nous. On passe notre temps à compter inutilement les ombres, ou même à nous disputer sur la manière de compter les ombres, au lieu de vivre pleinement nos existences en harmonie avec la nature et la vie. Ce qu'il apparaît vital de réaliser, il plutôt sera le mieux, parce que si on n'y arrive pas maintenant à presque 8 milliards d'individus, ce n'est pas à 12 milliards que ça sera plus facile. L'allégorie de la caverne, c'est une allégorie si profonde qu'elle permet de comprendre la puissance des croyances invisibles qui nous gouvernent, lorsqu'on croit sans même savoir qu'on croit. On sent tous que quelque chose ne va pas, que notre monde ne pourra pas continuer à subir tout ce qu'on lui fait subir ad vitam aeternam. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que tu veux faire? On me répond parfois. Ouvre les yeux, c'est juste impossible. Ah ben laissons tomber alors. Laissons une minorité d'humains aux appétits si féroces qu'ils méprisent la nature et le vivant, qui sont prêts à tout mettre en l'air pour pouvoir faire de l'argent. Laissons-les dénaturer tout ce qu'ils touchent et s'emparer des médias pour en faire des organes de propagation d'une négativité qui nous affecte tous. Où est le sens du progrès si au final on n'est pas plus heureux? Pourquoi est-ce qu'il serait impossible de changer les choses? Parce que le système est trop fort? Non. Car même si certains ont la capacité d'influencer de manière importante le système, en fait, le système, c'est nous, et chaque cellule qu'il compose. Et on est très peu conscient de tous nos potentiels. On est chacun à la tête d'une gigantesque organisation de dizaines de milliers, de milliards de cellules dont on n'a pas conscience. Une association de milliards de bactéries, un véritable univers. Notre organisme recueille des milliers d'informations à chaque instant, grâce à un appareil sensoriel qui est composé de centaines de milliers de capteurs à la surface de notre peau. Notre conscient, grossièrement, qui se compose de nos pensées,
ne représente qu'une toute petite partie de notre être. C'est peut-être pour cette raison que les sages anciens nous disent « vous n'êtes pas vos pensées ». Parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui s'occupe de beaucoup plus de choses qu'on peut appeler quoi ? Notre être profond, et qu'on appelle le subconscient, mais cette part de nous-mêmes qui, pour moi, apparaît tellement plus consciente de notre environnement que la partie consciente, moi je préfère l'appeler l'hyperconscient. Après, ce ne sont que des mots, hein. L'essentiel, c'est de bien se référer de bien être d'accord sur ce qu'on dit. Cette partie hyper consciente est capable de beaucoup plus de choses qu'on le pense. Alors, qu'est-ce qu'on est ? Un simulateur de réalité virtuelle de dernière génération, entièrement composé d'éléments recyclés. On est équipé d'un système audio-vidéo 3D le plus sophistiqué au monde. Une caméra stéréoscopique double optique synchronisée qui c'est une résolution d'image de 576 millions de pixels, des micro-haut-parleurs modulables à très large spectre, une reconnaissance faciale intégrée, un traitement en temps réel du son et de l'image, un système préhenseur, c'est la main articulée modulable, automatisé et programmable, un système gyroscopique ultra miniaturisé qu'on trouve dans l'oreille, et qui nous permettent de rester en équilibre, une mémoire sensorielle à accès instantané, des batteries longue durée qui sont garanties à vie, et le tout mu par un générateur biochimique 100% écologique. Bon, alors tout ça s'est passé pour faire une analogie avec la technologie, et on le passe un petit peu rapidement. On s'extasie souvent de la technologie qui est employée pour faire un smartphone, et ok, à juste titre, mais c'est rien en comparaison de ce qu'on est nous à la base. Cet organisme nous a été offert à la naissance, et cette fabuleuse machine qui s'autoconstruit et s'auto-répare ne nécessite que peu d'entretien en plus pour fonctionner. C'est ça qui est incroyable. Nous sommes, et en plus elle est gratuite, hein, je vous ai dit, elle nous a été offerte. Nous sommes l'organisme le plus complexe à la surface de cette planète, et apparemment le plus conscient, le plus polyvalent. On est tout autant capable de respirer à 8000 mètres d'altitude qu'à moins 80 mètres de profondeur dans les océans, parce qu'on est le seul mammifère terrestre dont les poumons ne s'écrasent pas à cette profondeur. Et le cerveau humain est l'organe le plus développé et le plus complexe à la surface de cette planète, ce qui nous fait, nous, en tant qu'humains, être l'organisme le plus polyvalent de la Terre. Et tout ça pour environ 40 € de matières premières, plus 70 à 80% d'eau, plus un ingrédient très particulier, très spécial et très difficile à observer, la vie. Je vais prendre un bête exemple, cet œuf. Si vous vous approchez et que vous essayez de le saisir avec les mains, en une fraction de seconde, vous allez connaître son poids. Vous allez savoir si c'est un œuf normal, si c'est un œuf dur, s'il est vide ou s'il est rempli de mercure, par exemple. En une fraction de seconde, vous allez connaître exactement son poids. Pas consciemment, vous ne serez pas capable de le dire comme une balance, mais vous allez le connaître avec précision. Pourquoi ? Parce que ici, dans le bras, vont s'actionner des tendons, des systèmes donc de vérins, des tendons et des nerfs qui vont nous faire appliquer exactement la force nécessaire pour pouvoir tenir l'œuf sans l'écraser et le tenir suffisamment fort pour qu'il reste dans la main et qu'il ne tombe pas, et pas trop fort pour ne pas l'écraser. Et ça, c'est comme ça. Par les états modifiés de conscience ou par des états de transe, on peut accéder à cette partie profonde de notre être. Il y a des états qu'on atteint à peu près naturellement quand on va s'endormir. On peut y arriver par la méditation, on peut y arriver par la concentration, par la danse, par l'hypnose, par les plantes, par la respiration. C'est cet homme qui s'appelle Wim Hof, qui est un Néerlandais. Lui, il enseigne comment, par la respiration, rester dans la glace. Et il est suivi scientifiquement depuis des années. Et il enseigne par des techniques de respiration qui sont de l'hyperventilation et des apnées, comment réussir à repousser ses limites et à rester dans l'eau glacée au-delà des possibilités normales. C'est ce qu'a expérimenté ce Belge qui s'appelle Romain van der Trop, qui a réussi à rester immergé 2h35 dans de l'eau à 1 degré,
alors que le maximum pour un être humain, c'est 40 minutes. Et il pense, lui, qu'un mental bien programmé peut tout faire. Vous avez tous entendu parler de l'effet placebo, et moi ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'il était aux alentours de 30%. Alors certains disent qu'il est à 10%, d'autres qui disent qu'il est à 60%, 70%. Il me semble qu'au-delà de 30%, on considère l'efficacité d'un médicament. C'est-à-dire que si on est au-dessous de 30%, on pense que le médicament n'a pas d'effet en lui-même. Si des individus arrivent à faire passer un mal de tête en absorbant un morceau de sucre et en pensant que c'est un remède contre le mal de tête, même s'il n'y en a que 10%, c'est une porte qui vaut la peine d'être poussée. Raison pour laquelle il est important de faire attention à ce qu'on croit, déjà sur soi. Si je vous demande de vous raidir instantanément et de vous mettre en état de catalepsie pour que je puisse vous allonger sur 2 supports, éventuellement vous faire des trucs où je puisse m'asseoir sur vous, vous risquez de me dire non, je ne suis pas entraîné, c'est pas possible, je suis incapable de faire ça. Et bien en fait, si on vous place sous hypnose, c'est ce que va montrer cet extrait, si on vous place sous hypnose, voilà ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est que l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur va désactiver le mental, celui qui va dire « Ah non, non, je ne suis pas capable de faire ça ». Il va le mettre de côté et il va s'adresser à notre être profond et à l'être profond de cette personne en lui disant « Ok, tu vas faire ceci et cela ». Et la personne va s'exécuter. Alors qu'elle se croyait incapable de le faire, et là, elle va s'exécuter et elle va le faire. Mais si un tiers peut le faire avec moi et me faire quelque chose dont je me crois incapable, ça veut dire que théoriquement, je devrais pouvoir le faire. Je devrais pouvoir rentrer avec cette partie profonde de mon être et me mettre dans cet état de catalepsie, peut-être faire sécréter de l'adrénaline ou faire toutes sortes de choses. Je peux rentrer dans une maîtrise et une exploration beaucoup plus consciente de mon être et de ce robot biologique qui ressent qu'on est. Si ma croyance peut faire passer mon mal de tête, alors les conséquences de ça sont beaucoup plus importantes, autant en positif qu'en négatif, parce que l'inverse de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Si vous passez votre temps à vous répéter « je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça », vous allez avoir le résultat. Je ne vais pas réussir à faire ceci, vous n'allez pas réussir à le faire. Donc pour moi, c'est la leçon que j'avais faite, malgré moi, la leçon, l'effet nocebo, avec mon blouson, où j'étais enfermé dans une spirale de malchance et je pensais ça, et résultat, il se produisait des tas de choses. Mais tout simplement, c'était ma manière de voir les choses. Peut-être que oui, mon sac était plus en vue que les autres, celui qui se faisait voler ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, cette manière de penser influence notre comportement, et donc notre comportement, nos actes, et nos actes, notre réalité. C'était par ma manière négative de penser que je me retrouvais enfermé dans cette spirale, et cet état de malchance chronique. Vous imaginez ce que ça signifie, tous les potentiels qui sont à découvrir avec ça? C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour l'Occident, ça c'est clair. Et cette porte-là me paraît beaucoup plus intéressante que la porte des GAFAM avec le port USB dans la nuque, où on va daigner nous apporter un peu d'intelligence. On n'a pas besoin d'une technologie extérieure qui, en plus, vous vous en doutez, vu le prix des accessoires pour les smartphones, sera extrêmement coûteuse. On n'a pas besoin d'une technologie extérieure alors qu'en fait, on a une technologie qui est 1 milliard de fois plus développée et plus performante à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être explorée.
Après un long voyage à l'extérieur de la caverne, il est temps de revenir à la Grande Pyramide, aux grandes pyramides et à nos bâtisseurs. C'est une structure muette, vous voyez, qui est faite de roches taillées qui ont été empilées selon une géométrie très particulière qui se révèle à ceux qui acceptent de voir d'une autre manière sans les a priori de l'histoire. On est à l'image de la nature qui va se développer autour d'une trame géométrique invisible. Et c'est comme si les bâtisseurs, en fait, s'adressant à celui ou à leur créateur, avaient montré qu'en utilisant des matériaux naturels assemblés selon une géométrie particulière, ils avaient compris la leçon du vivant, comme une espèce de témoignage qui dirait à la postérité et à quelque chose de plus grand peut-être, nous avons compris. Face à l'apparente simplicité du plus grand édifice de pierre jamais bâti dans l'Antiquité, totalement dépourvu d'inscriptions et de signatures, il faut le rappeler, les bâtisseurs de la Grande Pyramide, quels qu'ils soient, n'auraient-ils pas voulu nous placer dans la même position que jadis, si la légende dit vrai, nos ancêtres se seraient trouvés il y a très très longtemps? Parce que la reconnaissance d'un principe intelligent à la base de tout, quel qu'il soit, auquel ils auraient abouti par réflexion, par observation et non par révélation, ce qui change beaucoup de choses, ça risquerait de devenir un dogme, mais ça serait complètement intransmissible si ce n'était pas accompagné par l'expérience et la découverte que ferait chacun par rapport à ça. D'ailleurs, qu'on vous donne quelque chose en vous disant « c'est ça, on l'a démontré, mais c'est ça ». Non, il faut passer par ce process. Et si justement tout ça ne servait pas à nous mettre en action, par exemple? On lit parfois que si le nombre d'or figure dans la Grande Pyramide, ce serait complètement par hasard et à cause de l'utilisation de cordes à nœuds toutes simples, et boum, on serait tombé sur le nombre d'or, mais en tout cas, il n'y avait aucune intentionnalité, ce ne serait absolument pas volontaire. Pourtant, comme on l'a montré dans BAM, non seulement on trouve ce nombre d'or, mais cette chambre haute, donc la chambre haute de la Grande Pyramide, on a ici 10 coudées par 20 coudées et par 11,18 coudées de hauteur. Ce n'est pas 11 ni 12. Pourquoi? Parce que c'est ici la demi-diagonale qu'on va redresser. Et des milliers d'années plus tard, lorsqu'on a décidé de la valeur du mètre, la coudée employée dans la Grande Pyramide, vous allez voir, c'est miraculeusement éclairé, elle est devenue 1/6 de pied en mètre. Parce que 10 coudées par 20 coudées, ça fait le périmètre au sol qui vaut 31,416 mètres, et qui vaut donc un nombre que les Égyptiens ne connaissaient pas, 1 de plus, pi fois 10 en mètres. Donc ça a été montré abondamment dans la révélation des pyramides et dans BAM. Là, c'est pareil, si on prend ce petit côté plus 2,618 m, 2,618, c'est le nombre d'or au carré. Donc ce petit côté plus 2,618 m, ça donne ça. Plus 2,618 m, ça donne ça. Plus 2,618 m, ça donne la diagonale transversale. Et donc vous voyez que tout ça, on peut attribuer au hasard et dire c'est un pur hasard, parce que forcément le mètre a été inventé des milliers d'années après. Mais encore, ça c'est pareil, c'est l'histoire qui nous raconte ça. Et c'est une histoire qui, qu'on le veuille ou non, a toujours été écrite par les vainqueurs. Quand on rentre et si on poursuit la réflexion avec un regard d'enfant, on y trouve une structure dans la Grande Pyramide qui est complètement incompréhensible, puisqu'on a 3 chambres pour un seul roi. Pourquoi, si les pyramides sont bien des tombeaux, des cénotaphes, c'est-à-dire des monuments aux morts qui ne contiendraient pas les dépouilles, pourquoi Snéfrou aurait-il donc eu besoin d'en avoir plusieurs et d'en faire bâtir 3 à peu près en même temps? La Grande Pyramide a peut-être été employée comme tombeau, mais pourrait-elle avoir une autre fonction? Et si oui, laquelle? Certains n'hésitent pas à vous affirmer que la Grande Pyramide servirait à stabiliser l'écorce terrestre, ou alors que ce serait une espèce de cabine téléphonique pour la constellation d'Orion. Et pour affirmer, il faut démontrer. Au choix coûteux et compliqué du granit, que les bâtisseurs sont allés chercher, je vous le rappelle, à 900 km, ils ont remonté sur le Nil, ils ont hissé à 40 mètres, puis à 50 mètres de hauteur dans la Grande Pyramide, on peut se dire que soit c'est une exigence royale, un caprice, le roi veut ça et donc on prend ça sans se poser de questions, soit si on a dépensé autant d'efforts pour obtenir ça,
c'est qu'on poursuit un but, et un but qui est à la hauteur de tout ça. Ce but qui resterait à découvrir si les ingénieurs, les gens pragmatiques se penchent dessus, les ingénieurs, les techniciens, avec un regard nouveau, c'est-à-dire un regard sans a priori, et sans penser qu'à cette époque-là, on était comme ceci ou comme cela, nécessairement. C'est un peu un appel aux compétences, parce que vous allez voir qu'on a envie de former le plus grand organe de réflexion composé de plein de cerveaux. Et si tout ça avait à voir avec Barabar, sur lesquels on va terminer, les grottes dont on a beaucoup parlé dans BAM et Retour sur BAM. Maintenant que vous avez pris un peu plus de recul, vous allez peut-être penser autrement et les voir autrement. Alors ces chambres ont été découvertes par la science, on les connaît à peu près depuis 1870. Elles ont été taillées dans d'énormes roches de granit en Inde, dans la région du Bihar. Pour rappel, elles dateraient du roi Ashoka, 300 ans avant notre ère, soit il y a environ 2300 ans. Et ce seraient des abris anti-mousson ou un cadeau diplomatique fait à une minorité, la secte des Ajivikas, ou les deux, on n'en sait rien. L'affaire a été classée grâce au fameux contexte archéologique, et le contester vous vaut ces jolis qualificatifs de pseudo-archéologue, voire de complotiste, etc. Contexte historique qui a été déterminé, je vous le rappelle, grâce à des inscriptions. Alors ça, vous le voyez abondamment dans Retour sur BAM, qui est en accès libre sur notre plateforme. On a trouvé à l'extérieur d'une des grottes cette inscription-là, et qui date de moins 230 avant notre ère, le petit-fils du roi Ashoka. Et donc on a dit, ok, ça y est, c'est bon. Les grottes, puisque la science les appelle des grottes, ont été faites à cette époque-là. Bon, il faut savoir que ce ne sont pas les seules inscriptions, on en trouve d'autres, comme celle-ci, 8 ou 9 siècles plus tard, donc au 5e ou 6e siècle de notre ère, ou encore celle-ci, voilà, qui montre qu'en fait, on n'a aucun problème à venir réécrire au cours des temps sur des choses qui ne nous appartiennent pas. Quand on se rapproche, on voit bien qu'elles sont très très imprécises quand même. Ça, on se rapproche de la fameuse inscription qui serait censée clore tout débat et affirmer l'âge de la datation, confirmer la datation de ces salles. Et donc voilà, quand on regarde de très près, c'est pas grand-chose à voir avec la qualité du travail à l'intérieur. Ce qui pose la question, vu qu'il est impossible de dater le travail de la pierre, donc le moment où on est venu, on a poli, on a décidé de creuser ces chambres, est-ce que ces inscriptions peuvent être considérées comme des preuves absolues? Comme on n'a pas pu mesurer les chambres avec précision à cause des parois inclinées, on a décidé de revenir et de les scanner en 3D. Ce qui n'était pas la meilleure des choses à faire à ce moment-là, parce que le budget de la production était complètement à sec, mais heureusement qu'on l'a fait. Parce que, surprise, la société AGP, qui a réalisé les scans à notre demande, s'est rendu compte, s'est aperçu que toutes ces grottes étaient symétriques. Ce que personne ne savait chez les archéologues, et ce qui change toutes les données du problème, le fait qu'elles soient symétriques. Car on ne taille pas des chambres symétriques par hasard. On ne peut pas réussir en rentrant à l'intérieur d'une pièce et en taillant des volumes à tomber sur la symétrie par hasard, c'est strictement impossible. Donc les symétries font nécessairement partie des cahiers des charges de ces salles, et ces cahiers des charges, on a pu les déterminer grâce aux scans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait les scans. Alors récapitulons, ces chambres ont été taillées dans le granit, qui est un matériau plus dur que l'acier trempé. Leurs sols sont mats, je vais vous afficher toutes ces images. Leurs sols sont mats, précisément à l'horizontale. Les parois latérales sont très légèrement inclinées. Les surfaces sont toutes polies comme des miroirs. Ces chambres dateraient d'il y a environ 2300 ans. Elles seraient les premières chambres taillées de l'Inde. Et à notre connaissance, elles sont uniques au monde, parce que cet exploit n'a jamais été reproduit ailleurs. Et pour cause, on ne peut pas tomber sur des chambres comme ça. Alors ça, c'est Vapiyaka, celle qui nous a poussé à aller les voir. Vous voyez la précision d'exécution. Et là, ici, c'est le scan. Donc le scan qui est pris au sol et annoté avec des logiciels qui servent à faire les mesures. Et donc, si je vous affiche ce qu'il y a, sous la forme d'un tracé au sol rectangulaire avec quasiment aucune déformation. Donc les angles sont bien droits.
Ça, on est rentré à l'intérieur du granit, on a découpé une chambre avec des angles qui sont quasi parfaits. Les 4 murs de la grotte ont tous un fruit rentrant. Donc le fruit rentrant, ça veut dire qu'il y a un angle d'inclinaison. Il est d'environ 88,5 degrés, plus ou moins 8 dixièmes de degré pour les petits côtés. Et il est de 87 degrés, plus ou moins 1 dixième, donc c'est vraiment pas grand-chose, pour les 2 grands côtés. Alors là, ce qu'on a ici, en fait, c'est des coupes, des sections. Là, vous avez le couloir d'entrée, on est dans le sens de la longueur, on a fait une coupe en plein milieu. Là, on a une autre tranche et une autre tranche. Une tranche à droite du couloir et une tranche à gauche du couloir. Et c'est là que, ici, nous, quand on est rentré, puisque ça, ce sont les profils donc, de Vapiaka, comme je vous l'ai dit, on avait vu que les parois latérales étaient très légèrement inclinées. Mais ces parois-là, on pensait qu'elles étaient verticales, parce que ça ne se voyait pas à l'œil nu. Et en plus, l'angle est très fin. En fait, on s'est rendu compte par les scans qu'elles sont très légèrement inclinées, 88,5 degrés, avec 8 dixièmes de variation. Et en miroir, donc, puisque les chambres sont symétriques. Ce qui permet de se représenter une fois de plus la complexité de réalisation et du travail qui a été effectué. Et pourquoi ces parois sont différentes comme ça? La voûte se présente sous la forme d'un arc de cercle de rayon 2,12 m. Le centre du rayon est parfaitement centré sur les profils transversaux. Donc voilà, c'est ça qui introduit justement la symétrie. Nous avons fait se correspondre les symétries de la grotte sur l'axe dans le sens longitudinal. Il y a une faute, mais je n'ai pas voulu transformer le rapport. Et le transversal, nous avons déduit des cartes de comparaison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pris la partie gauche du scan dans le sens de la longueur, qu'on a superposé sur la partie droite et la partie droite sur la partie gauche. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 69,7% des points étaient exactement à la place, à plus ou moins 2,5 mm, ce qui est énorme. Ça, c'est pour la première, la plus petite et la plus simple, c'est celle qui nous avait amené là-bas. Maintenant, on s'est intéressé à Gopika, sur laquelle c'est avec celle-là qu'on va terminer ce soir. On a découvert, grâce au scan 3D, que la forme était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait à l'origine. Alors, tout d'abord, on se rend compte que ici, on nous parle d'un fruit constant de l'ordre de 87 degrés, plus ou moins 3 dixièmes. Donc là, en fait, on parle de l'inclinaison des parois sur toute la longueur, sur cette partie qui fait à peu près 8,10 m de longueur. On est incliné à 87 degrés et la variation de l'angle, elle est de plus ou moins 3 dixièmes, ce qui est rien du tout sur 8,10 m de longueur. Mais ensuite, et vous allez comprendre pourquoi c'est difficilement décomposable en 3D, comme ils le disent, c'est qu'on n'a pas pour cette chambre on n'a pas un seul arc de cercle, mais on a 3 arcs de cercle. Et les arcs de cercle centraux sont précisément centrés, et on a des arcs de part et d'autre qui sont centrés. Et alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est une forme ovoïdale qu'on n'avait pas vue. On pensait justement que cette ligne-là qu'on ferait, qui serait la ligne de voûte, était parallèle à cette ligne de mire ici et au sol qui était à l'horizontale. Eh bien pas du tout, elle est très légèrement en cloche et c'est pour ça qu'il nous parle de la forme ovoïdale. Alors bon, les petits artefacts là qu'on voit ici, on en reparlera dans le film parce qu'ils n'existent même pas dans la réalité, ils sont dus juste aux parois extrêmement brillantes, aux polymiroirs. Donc là, comme je vous l'ai dit, on reparle de la forme ovoïdale qui est ici. Mais ce qu'on va voir, ce qu'on pensait, nous, et ce qu'on a découvert, c'est que ces parois latérales de chaque côté qui sont très légèrement inclinées l'une vers l'autre, on pensait en fait que si on les redressait, comme là, elles allaient se trouver parallèles, bien en face, comme les murs de votre salon. Mais en fait, pas du tout. On s'est aperçu qu'on était très légèrement incurvé et qu'en fait, on avait une incurvation de quelques centimètres sur 8,10 m de longueur. Donc là, ça veut dire, en fait, ici, donc on le voit, ça veut dire que cette chambre n'est composée que de courbes, sauf, ici, ces droites qu'on a là du couloir, mais ça, c'est une très légère courbe,
Et pour vous dire, c'est une courbe qui représente 2 cercles au sol de 120 mètres de rayon, soit 240 mètres de diamètre. Voilà ce que sont ces parois. Donc ça veut dire qu'on a des chambres dont les parois sont très légèrement inclinées à 87 degrés avec une variation de plus ou moins 3 dixièmes, en même temps que c'est très légèrement incurvé. Et en fait, si on va au bout, comme ces parois qui sont très légèrement inclinées sont très légèrement incurvées, ce sont donc en réalité des portions, les murs, les parois sont en réalité des portions de 2 cônes gigantesques de 120 mètres de rayon. Donc on a des petits cônes de 2 mètres 80 à peu près de rayon, et on a ces grands cônes gigantesques. Vous imaginez la complexité de réalisation. Et alors, ça va plus loin, évidemment, parce qu'on ne s'est pas arrêté là. On coupe dans le sens de la largeur, et là, on a 46,3% des points qui se retrouvent au même endroit, plus ou moins 2 mm, avec des défauts qui, au passage, montrent qu'on est bien dans une construction avec des outils, une construction faite à la main, des outils manuels, entre guillemets, ce qui rend le process encore plus dingue, parce que comment on peut arriver à un tel niveau de symétrie avec des outils rudimentaires, ça paraît complètement improbable. Mais si maintenant on découpe dans le sens de la longueur, on superpose la partie droite sur la partie gauche, on est à 62% de superposition, plus ou moins 2 mm. Donc au-delà de savoir comment on peut être aussi précis avec des outils rudimentaires, ou pas des outils, un bras téléguidé qui aurait creusé ça, en sachant que si on fait une erreur, c'est-à-dire que si on creuse un peu trop, poum, la grotte est fichue, au-delà de la question qui fait comment on fait pour arriver à ça, l'autre question, c'est l'importance d'un tel degré de précision, parce qu'à la limite, si ce n'est pas symétrique, ça ne se voit pas. Mais la croyance est plus forte que la raison, et BAM et son rugosimètre, et le scanner 3D, et les scans ne peuvent que mentir, et ces chambres ne sont que des simples abris anti-mousson ou des cadeaux diplomatiques et, qui ont été faits aux membres d'une secte, point. Et on est des complotistes, etc. Comment les ouvriers ont-ils pu accomplir de pareils chefs-d'œuvre du premier coup, puisque ce sont censés être les premières salles taillées de l'Inde, donc du premier coup dans du granit? Et si c'est si simple, pourquoi ça n'a pas été reproduit ensuite? Est-ce qu'on a vraiment besoin de 5 salles symétriques en polymiroir avec des parois inclinées pour s'abriter des intempéries? C'est 2 manières bien différentes d'aborder le problème, d'aborder la réflexion, avec la nôtre qui semble reposer sur des données qui sont quand même beaucoup plus factuelles que de simples inscriptions. Parce qu'ici encore, comme à Pumapunku, le niveau réel de précision, ainsi que le fait qu'elle soit symétrique, rend toutes les hypothèses archéologiques caduques. Convaincu qu'une science reconnaîtra une autre science, c'est pour cette raison qu'on poursuit cette démarche et qu'on fait tout ce travail qu'on fait avec les chambres sonores de Barabar, qu'on a fait appel au scan 3D et que maintenant on fait appel à des sociétés spécialisées dans l'acoustique. Parce qu'on a observé des effets particuliers en effectuant les enregistrements audio, on en a effectué plus d'une centaine. Ça, c'était la première fois, on l'a refait la fois suivante, avec 2 sonomètres, un enregistreur Zoom selon un protocole très précis. Parce que ces chambres ont une résonance qui est très très étonnante. Alors on a commandé une étude modale de la grotte Gopika, qui est en cours en ce moment. Les premiers résultats nous confortent dans ce qui avait été dit à la fin de BAM, c'est-à-dire que le polymiroir influence sur la propagation du son dans ces volumes, l'inclinaison du paroi influence sur la propagation du son dans ces volumes, et la symétrie également. Et donc, comme à l'intérieur, il y a très peu de lumière, ça nous conforte dans l'idée que ça a à voir avec l'utilisation de fréquences sonores. Voilà pourquoi on a décidé de penser provisoirement en dehors de ce que nous dit l'histoire sur ces grottes. Et comme l'a si bien dit Jean-Pierre Adam,
Homo sapiens étant le même partout sur la planète, en tout temps et en tout lieu, il ne se donne pas autant de mal pour aboutir à quelque chose s'il ne poursuit pas un but précis. Et c'est ce qui est le cas. Donc on pense, nous, que ce but, il est nécessairement à hauteur des moyens déployés pour y parvenir. Parce qu'obtenir 5 chambres comme ça, c'est vraiment un travail de titan. Il faut arrêter de penser que nos ancêtres étaient crédules, stupides, et que leur dévotion et leur foi leur permettaient de déplacer des montagnes de granit, en l'occurrence. C'est l'histoire et son sens du progrès, tel que montré, comme je vous l'ai montré au cours de cette conférence, qui nous empêche d'envisager autre chose par rapport à ces salles. Ça nous oblige à adhérer à des hypothèses fantaisistes, et si je dis fantaisistes, c'est parce qu'elles ne rendent pas compte de ce qu'on observe et mesure sur le terrain. Voilà pourquoi je souhaitais vous parler de croyances ce soir au cours de cette conférence, parce que c'est elles qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. L'univers est une machine à créer des dieux, a dit un jour le philosophe français Henri Bergson. Mais est-ce qu'on va devenir des dieux destructeurs ou des dieux créateurs, en harmonie avec tout le vivant? Et si on allait chercher à l'intérieur de nous des ressources, à l'intérieur de cette machine biologique, des ressources pour enfanter ce monde qu'on aimerait, cette société qu'on aimerait plus harmonieuse, plus juste, plus consciente, plus tolérante, plus équitable. Chacun à notre niveau, en travaillant chacun sur notre machine, on commence par balayer devant notre porte pour essayer d'en tirer le meilleur, pour enfin être aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on paraît. Ça serait le paradis, n'est-ce pas? Ça serait déjà le plus beau des remerciements envers celles qui, chaque jour, en silence et sans rien dire, sans aucune ségrégation, nourrit tout le monde généreusement sur la planète, celle que les Amazoniens appellent très affectueusement la madré, la maman. Que sommes-nous? Il n'y a rien de plus important que cette question, en fait. Pour moi, qui suis un auteur, lorsque je vois la nature et sa perfection, je vois une œuvre d'art. Je suppose qu'il y a un ou une auteur derrière qui m'apparaît être, qui donne un sens à tout ça, un sens à cette œuvre, et le sens de cette œuvre m'apparaît tout simplement être l'harmonie qui existe partout sur la planète tant que l'être humain n'est pas venu la briser. Un ou une auteur, mais où? Qui? Quoi? J'en sais rien, et je ne veux pas me résigner à croire. Je ne suis pas un guerrier, ni un sage, ou encore un maître de sagesse, et tout comme vous, je pense, j'ai souvent souffert ici-bas de la violence et de la bassesse de ce monde. Si je n'ai pas trouvé la vérité, j'ai commencé à entrevoir la paix avec moi-même et avec la vie, et je souhaite être le plus sage possible lorsque le film de mon existence se terminera. Toutes mes recherches m'ont fait voir les frontières des croyances aveugles, quelles qu'elles soient, qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est vraiment et de vivre pleinement nos existences. Car notre planète est en réalité bien plus complexe, bien plus belle et bien plus magique que tout ce que nous pouvons imaginer, et je suis convaincu qu'elle ne nous veut pas de mal, bien au contraire. Nous sommes d'extraordinaires créatures, infiniment plus puissantes qu'on le croit communément, et il est grand temps d'en prendre conscience. Car si chacun explore sa voie, si chaque jour on est plus nombreux avec ce même but, alors un jour tout changera enfin, et ce jour sera peut-être demain. Tout ne dépend que de chacun de nous. Incroyable, impossible, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant peut-être que vous comprendrez un peu mieux pourquoi tout ça paraît impensable, mais pourquoi en réalité c'est possible. Je vous remercie.